Je me souviens de cette journée dans les moindres détails. Tout a commencé par un bref appel téléphonique qui a sonné comme le signal soudain d'un changement de vie. J'ai répondu à l'appel et j'ai entendu la voix familière de mon compagnon de plongée. Il m'a dit qu'il avait reçu des informations sur un destroyer coulé de la Seconde Guerre mondiale reposant au fond de l'océan Pacifique. Apparemment, personne ne l'avait jamais exploré complètement en raison de la difficulté à déterminer les coordonnées exactes et des courants très dangereux. Mais la principale surprise était que ce navire, selon les informateurs, cachait quelque chose de particulièrement effrayant et mystérieux. Mon camarade m'a supplié de l'aider à organiser une expédition, m'assurant que nous serions les premiers à ouvrir la porte de l'enfer scellé des cales. J'ai alors fermé les yeux, essayant de me rappeler tout ce que je savais sur les épaves de l'époque. Un vieux navire qui avait passé des dizaines d'années au fond de l'eau avait dû acquérir toute une ville d'habitants sous-marins pendant ce temps. Mais il y avait un étrange tremblement dans sa voix, comme s'il ne croyait pas aux recherches ordinaires. Cela ressemblait plus à une obsession fiévreuse. Il a mentionné des informations selon lesquelles, quelque part dans le compartiment scellé de ce destroyer, se trouvaient des documents secrets, presque les plans d'une arme dangereuse que personne n'était censé voir. J'étais sceptique. Les chasseurs de trésors racontent souvent des histoires de matériel top secret, envoyé par le fond. Mais cet homme m'a donné des chiffres précis, profondeur, superficie, âge. Il a prononcé le nom d'un destroyer dont je n'avais jamais entendu parler dans ma pratique, bien que je me considère comme assez bien informé. Je me suis crispé. L'indice m'a semblé étrange, mais curieux. Le navire s'appelait quelque chose comme Sand, bien qu'on ne sache pas très bien pourquoi un destroyer militaire porterait un tel surnom. Cela ne figurait pas dans les rapports officiels. Cependant, mon compagnon a affirmé que le navire était considéré comme un trophée allié, qu'il a navigué sous différents pavillons, qu'il a été envoyé dans la zone de combat à la fin, puis qu'il a disparu sans laisser de traces. Si l'on en croit les documents, il a coulé au milieu des années 40, peut-être après une brève escarmouche, mais aucune trace de l'engagement n'a été conservée. On pensait que le navire avait disparu, et avec lui, les fonds marins et tous les secrets. Aujourd'hui, quelqu'un a transmis les coordonnées de l'épave, mais personne n'a osé y plonger. Mon ami avait déjà perdu 2 partenaires qui avaient abandonné à mi-parcours lorsqu'ils avaient appris que l'équipement requis était inhabituel. Tout cela semblait romantique et inquiétant à la fois. À l'époque, j'étais à la recherche d'un nouveau défi. J'avais participé à plusieurs expéditions dangereuses auparavant, explorant des sous-marins engloutis, voyant des épaves avec des boucles de filets rouillés et de vieilles molles-bombes anti-sous-marines à bord. Il était difficile de me surprendre. Pourtant, il y avait dans le récit de mon ami une note qui ne pouvait m'empêcher de penser que nous parlions de quelque chose de bien plus sérieux qu'un simple cimetière de vieux équipements. Mon instinct me disait que cet endroit recelait quelque chose qui serait mieux enterré sous la colonne d'eau. J'étais d'accord. Nous nous sommes mis d'accord sur les détails et avons acheté du matériel neuf pour la plongée en eau profonde. Nous avons dû dépenser tout l'argent que nous avions économisé, car nous allions descendre très bas. D'après les calculs, le Sand reposait presque au fond de la dépression, où les plongeurs ordinaires n'osaient pas plonger. Mais nous avions des relations. Nous avons loué un bateau puissant, équipé de treuils et de diverses astuces techniques pour filmer sous l'eau. En route vers l'épave supposée, nous avons étudié de vieilles cartes, des dossiers, essayé de comprendre pourquoi le navire s'était retrouvé là. Les rapports officiels de guerre se contentaient de dire qu'il n'y avait pas de combat actif dans ce secteur, mais de temps à autre, des rumeurs d'épisodes non documentés faisaient surface. Il y avait des rumeurs selon lesquelles un transport soviétique transportant du matériel expérimental avait disparu dans cette zone, alors qu'officiellement,
Les Soviétiques n'étaient pas censés participer à des opérations conjointes dans cette partie du Pacifique. Nous pensions qu'il s'agissait d'une affaire de conspirationnistes, mais nous nous méfions. Il semblait que chaque mention de ce projet était liée à un projet secret, créé au cours de ces années, qui avait un nom de code que nous ne pouvions pas déchiffrer. Mais pourquoi se trouvait-il sur un destroyer qui appartenait, d'après le drapeau, à un tout autre pays? C'était un mystère. Lorsque nous sommes arrivés aux bonnes coordonnées, le soleil était déjà haut, brûlant. L'air semblait chargé d'humidité tropicale, et l'océan était calme et plat, comme s'il se moquait de nous. La mer semblait sereine, mais on nous avait prévenu que la zone présentait des courants soudains et des tourbillons dangereux. Nous nous sommes préparés à notre première plongée, en vérifiant nos bouteilles d'air, notre appareil photo, nos torches et nos cordes de rechange. Je ressentais un mélange d'excitation et d'anxiété sourde. Mon compagnon avait également l'air tendu, mais il essayait d'être joyeux. Il plaisantait en disant que nous allions trouver tout un entrepôt d'armes anciennes et devenir riches. Mais il y avait une étincelle de peur dans ses yeux. Il avait trop entendu parler des malédictions associées aux navires coulés dans l'obscurité. Lorsque nous avons abaissé le scanner sous-marin pour vérifier le fond, les écouteurs ont émis un sifflement étrange et l'écran radar a commencé à se comporter de manière irrégulière. Il montrait un fond vide, ou quelques de gros objets, mais sans forme claire. L'appareil refusait de fournir une image stable. Nous avons décidé qu'il s'agissait d'un problème technologique ou d'anomalie magnétique. Finalement, nous avons réussi à fixer quelque chose qui ressemblait à la silhouette d'une coque couchée sur le côté. La forme indiquait qu'il pouvait s'agir d'un navire de guerre. Une vague d'adrénaline m'envahit. Nous l'avons trouvé. Il est temps de passer à l'action. La première descente commença tôt le matin. J'ai senti l'eau froide m'étreindre, étouffant le bruit du monde extérieur. La torche a permis de distinguer une étrange suspension dans l'obscurité. Des morceaux d'algues, des nuages de sable que le courant et le courant d'air de nos palmes avaient soulevés. Au loin, j'ai remarqué une carcasse noire qui ressemblait à une énorme bête marine couchée sur le fond. En nous rapprochant, nous avons réalisé qu'il s'agissait de la poupe d'un navire couché en biais. Les bords étaient recouverts de coquillages et de coraux, comme si la nature elle-même voulait cacher ce monstre de fer aux yeux des hommes. La coque était gravement endommagée, avec des trous à de nombreux endroits, des éclats de métal et des poutres rouillées qui dépassaient. J'ai imaginé mentalement comment ce colosse d'acier avait autrefois chevauché les vagues, mais qu'il était maintenant mort et immobile, s'effritant lentement. Nous avons navigué prudemment le long de la paroi, capturant tous les détails sur la caméra. En même temps, je sentais la pression monter. Nous étions très profonds, et malgré nos combinaisons, mon instinct intérieur m'avertissait que toute erreur à cette profondeur pouvait être fatale. Nous avons trouvé une ouverture qui semblait mener à la cale. Elle était partiellement obstruée par des débris, mais elle nous permettait de ramper. J'ai approché la lanterne d'un faisceau étroit et je me suis avancé, en faisant attention de ne pas heurter les débris rouillés. L'intérieur était d'une obscurité assourdissante, seulement éclairé par nos torches. Des couches de danse de limon et d'algues s'étendaient sur chaque centimètre carré des parois, les transformant en surface molle et visqueuse dont il fallait s'éloigner. Des poissons nageaient ici et là, de petits crabes rampaient sur les tuyaux effondrés. Des créatures invisibles se cachaient dans les ouvertures. Le monde sous-marin avait depuis longtemps élu domicile sur ce navire. Nous avons nagé le long d'un couloir lorsque j'ai soudain remarqué quelque chose qui semblait témoigner d'une activité récente. Il y avait d'étranges rayures en zigzag sur le sol, comme si quelqu'un avait traîné un équipement lourd jusqu'ici. J'en ai parlé à mon compagnon par le biais de notre système de communication, mais il s'est contenté de marmonner que c'était probablement le courant qui déplaçait la boue. Nous avons décidé de ne pas nous arrêter.
mais c'était quand même troublant. Nous avions l'impression de suivre les traces de quelqu'un d'autre. En avançant, nous sommes tombés sur un panneau avec une inscription à peine lisible. Quelque chose comme « Salle des machines ». Les lettres avaient été effacées, mais l'écriture ressemblait à du latin ou à la translittération d'une autre désignation. Je n'ai pas pu déterminer à quelle marine le navire appartenait. Il s'agissait d'un étrange mélange de symboles. Nous nous sommes de fait signe l'un à l'autre. Continuez. Pendant un certain temps, nous avons dérivé dans un labyrinthe de couloirs, nous arrêtant pour contourner des débris. De temps en temps, de petits bancs de poissons passaient, nous faisant sursauter. Après environ une demi-heure d'errance, nous avons atteint le hall central, où le plafond s'était affaissé au point de former une dangereuse corniche. Des fils et des luminaires pendaient sans du haut. Dans un coin, nous avons trouvé une porte lourdement verrouillée et, à proximité, une trappe de ventilation rouillée qui semblait mener derrière une cloison. Je tirai sur la serrure. Elle était recouverte d'une couche de limon, mais elle tenait fermement. Quel était l'intérêt de garder quelque chose derrière une barrière aussi massive dans les profondeurs de la mer? Alors que nous cherchions des outils pour arracher l'écluse si nécessaire, j'ai senti quelque chose vaciller derrière moi. Je me suis retourné brusquement pour saisir la torche, mais je n'ai vu qu'un nuage de boue vacillant dans l'eau. Mon cœur battait la chamade. Peut-être qu'un poisson était passé, ou une grosse créature marine. Mais à l'intérieur, il était étrange de réaliser qu'il ne s'agissait plus d'un simple hall vide, mais d'un espace où quelqu'un ou quelque chose nous observait. Mon compagnon a tapé sur ma nageoire, me demandant ce qui n'allait pas. Je lui ai répondu que j'allais chaud bien, mais que mon adrénaline montait en flèche. Nous avons rapidement découvert que la porte gardait le passage vers un compartiment qui semblait être le plus important de la structure du destroyer. L'inscription sur la porte était peu visible. Special Object, objet spécial. Peut-être s'agissait-il d'une façon pour le navire d'étiqueter la zone de stockage des biens classifiés. La serrure n'ayant pas bougé, nous avons décidé de remettre cette idée à la prochaine fois. L'air dans les cylindres s'épuisait et il était temps de retourner à la surface. Nous avons noté les coordonnées de l'emplacement de cette porte, pris quelques photos et sommes repartis par le même chemin, en évitant prudemment les coins sombres. Sur le bateau, mon compagnon et moi avons commencé à discuter de nos projets. Il était tellement excité qu'il avait du mal à tenir en place. Il m'a raconté qu'il avait entendu des légendes selon lesquelles le destroyer avait reçu ses documents d'un navire soviétique voyageant sous le couvert de la nuit. Le destroyer aurait intercepté ce transport, confisqué quelque chose, puis aurait disparu sans laisser de traces dans les eaux de l'océan Pacifique dans des circonstances étranges. Je lui ai demandé s'il était possible que tout l'équipage soit mort face à une arme incontrôlée. Il a haussé les épaules, ne sachant que répondre. Nous chargeons des cylindres, nous préparons des outils pour forcer cette foutue porte. Je suis mal à l'aise, mais l'envie de faire une nouvelle découverte l'emporte sur la peur. Alors que le crépuscule fait place aux premières lueurs de l'aube, nous plongeons à nouveau. Cette fois, je sens un frisson dans mes mains. Je ne sais pas si c'est à cause du froid ou de l'impatience. Une fois descendus dans la coque, nous retrouvons assez facilement le même chemin que la fois précédente. Maintenant que nous avançons plus vite, nous savons où regarder. Mais ce qui m'effraie, c'est que certaines parties du couloir semblent différentes. C'est comme si des gravats avaient lentement disparu, soit parce que nous les avons accidentellement dérangés, soit parce que quelqu'un d'autre était passé par là et a libéré le passage. Il est souvent difficile de s'orienter sous l'eau, mais ce changement est très visible. Enfin, nous arrivons à une porte avec une serrure. Je prends un outil lourd et je commence à frapper la chaîne. C'est difficile, car la force de l'impact est affaiblie dans l'eau, et chaque coup est accompagné d'un nuage de rouille. La serrure tient fermement,
Mais après plusieurs tentatives, nous la retirons. Les charnières craquent et éclatent. Nous tirons tous les deux la porte vers nous et elle s'écarte à contre-cœur, libérant un nuage sombre de boue et une odeur nauséabonde des profondeurs du compartiment. Même si nous respirons à l'aide de bouteilles, l'odeur de moisi se transmet à tout l'environnement. C'est comme si aucune bulle d'air ne s'était échappée de cette pièce depuis des décennies. Nous entrons et nous nous retrouvons dans un petit espace à moitié rempli de structures de brûlés, de tuyaux d'aération et de meubles empilés ressemblant à des caisses. On est à l'étroit et c'est dangereux. J'essaie d'éclairer la pénombre à l'aide de ma torche et j'aperçois une porte métallique encore plus enfoncée, avec un écriteau que je distingue à peine. Compartiment secret. Ce doit être celui dont on parle. Je suis sûr que nous sommes sur la bonne voie. Le passage jusqu'à la porte est très étroit, recouvert de gravats, et je dois m'y frayer un chemin à la pelle, de peur qu'un morceau de plancher ne tombe d'en haut. Mon collègue filme tout cela comme un homme possédé et me marmonne quelque chose par le biais de la liaison sous-marine. Ça y est, ces plans sont là, les plans dont on a parlé. Nous les trouverons. Lui-même ne semble pas se soucier de ce qu'il pourrait y avoir d'autre. Ce qui compte, c'est de voir de ses propres yeux ce qu'il y a dans ce cercueil englouti. La porte de ce compartiment secret est également verrouillée, mais cette fois-ci non pas par une chaîne, mais par une sorte de volant massif qu'il faut tourner. Nous poussons de toutes nos forces, la rouille craque. Le mécanisme semble collé au métal. La profondeur sanglante nous empêche d'exercer l'effort nécessaire. Notre respiration devient tétriquée. Finalement, à nous deux, d'un coup sec, nous arrachons la barre, la cassant. L'eau autour de nous se remplit d'écailles rouillées. Nous devons nous écarter un peu sur le côté pour ne pas nous perdre dans la suspension trouble. Lorsque le passage cède enfin, je ressens une étrange vibration, comme si l'espace lui-même protestait lorsque nous ouvrons la porte. Derrière, il y a un petit couloir qui descend quelque part en pente. En regardant avec une torche, on peut voir que les murs sont plus propres, moins envahis par les algues. Soit le compartiment a été scellé avec beaucoup de soin, soit l'eau y a pénétré récemment. Nous descendons prudemment en éclairant le chemin. La surface du sol et ses bosselets, les nervures de la structure dépassent par endroits. Mais ce qui est effrayant, c'est que je remarque des traces, comme si quelqu'un avait passé ses doigts ou autre chose sur les murs, laissant des traînées à peine visibles dans la couche de terre. On ne sait pas si un être vivant est arrivé ici avant nous, ou si c'est un jeu de lumière. Je n'arrive pas à croire qu'à part nous et les créatures marines, quelqu'un d'autre ait marché ici récemment. Le couloir se termine par une porte métallique qui, à notre grande surprise, est légèrement entr'ouverte. Quelqu'un, ou quelque chose, est donc déjà entré et n'a pas refermé la porte derrière lui. Nous échangeons un regard inquiet avec notre compagnon. Mais le chemin du retour ne semble plus facile. Nous sommes allés si loin qu'il serait stupide de reculer. Je pousse la porte qui nous fait entrer silencieusement dans la grande salle. Nos torches révèlent des murs couvertes de signes, de schémas, d'inscriptions étranges. Sur le sol, des casiers métalliques renversés, des boîtes partiellement cachées sous la vase. Au centre, une grande table recouverte d'une bâche. Bien que la bâche ait commencé à s'effilocher avec le temps, elle tient toujours, comme si elle gardait ce qui se trouve en dessous. La première chose que je fais est de faire le tour de l'espace avec ma torche. Je remarque qu'il y a des traces d'inscriptions sur les murs. En regardant de plus près, je distingue des lettres qui ressemblent à du russe, mélangées à d'autres signes. Le même mélange que celui que nous avons vu à l'extérieur. C'est comme un rappel que c'est ici qu'étaient stockés, les biens liés au développement soviétique et aux entités étrangères. Je vois de vieux équipements, des panneaux avec des lampes, des fils, des instruments qui semblent mis trop modernes pour les années 40.
Disposaient-ils vraiment d'installations aussi avancées à l'époque? Le temps et l'eau de mer ont eu raison d'eux. La plupart des instruments sont recouverts d'une épaisse couche de rouille et de matières organiques. Nous nageons jusqu'à cette table centrale. Matt soulève avec précaution le bord de la bâche. Des flocons de poussière et des éclats de quelque chose qui ressemble à des restes séchés de documents papier s'échappent nam de dessous. J'oriente la torche et je vois une pile de dossiers reliés par des sangles. Par miracle, ils ne sont pas complètement pourris, probablement trempés dans quelque chose qui les protège de l'humidité. À proximité se trouve une boîte métallique avec des serrures, mais déjà ouverte et vide. Quelqu'un a dû en prendre le contenu. Mais il reste quelque chose sur la table. Mon compagnon saisit un dossier, retire avec précaution la lanière mouillée et constate qu'il y a effectivement des papiers à l'intérieur. Mais la plupart des pages sont irrémédiablement perdues. Nous ne voyons que des bouts de diagrammes, des formules incompréhensibles, le tout écrit en lettres lisses et soignées, qui ont l'air très officielles. Je reconnais le mot « flash » ou « lac wave » sur l'une des feuilles, à côté duquel est soigneusement écrit « capable de détruire », et je n'arrive pas à en savoir plus. Mon cœur bat la chamade. Cela semble faire partie de la description d'une arme mortelle, peut-être un engin explosif qui devait être remis dans le cadre d'un accord secret. Nous parcourons le reste des bouts de papier. Les mots « Union soviétique »,« masse critique »,« un instant ». Tout cela évoque des légendes d'armes extraordinairement puissantes. Mais le plus terrifiant, c'est la phrase qui survit au bord de la feuille. Destruction garantie de toute vie en 1 seconde. Mais vos mains commencent à trembler. Les histoires de bombes superbes des guerres passées se sont certainement produites. Mais si ce n'était pas une légende, et si ces plans décrivaient donner vraiment la technologie nécessaire pour créer un engin capable de réduire le monde en cendres en un clin d'œil, nous continuons à regarder autour de nous et tombons sur un coffre-fort au fond de la pièce. Il est entrouvert, la porte m'a été arrachée par la force brute. À l'intérieur, il est vide, il n'y a que du papier défraîchi et des taches d'encre. On dirait que celui qui est entré dans le compartiment avant nous a pris les choses les plus importantes. Quelqu'un a-t-il déjà volé les plans? Et qui a pu entrer ici en premier lieu? Mon compagnon fouille désespérément chaque coin, chaque tiroir, dans l'espoir de trouver quelque chose d'intact. Moi-même, je panique en regardant le plafond, où sont suspendus d'étranges récipients. L'idée me vient qu'ils contiennent peut-être encore des restes de la substance dangereuse. À ce moment-là, notre torche capte quelque chose dans le coin, le plus éloigné, d'où j'ai failli laisser tomber l'aqualung. Là, dans l'eau, à moitié recouvert par un panneau effondré, gît un squelette vêtu d'une combinaison pourrie. Les os sont blancs, car ils sont restés si longtemps dans l'eau salée. Mais ce n'est pas le squelette lui-même qui est terrifiant. Il y a un dossier serré près de lui, comme si le défunt l'avait tenu à la dernière minute. Je fais signe à mon compagnon et nous nous approchons. La vue des os me fait frémir, car c'est la preuve évidente que quelqu'un est mort d'une mort atroce dans le compartiment. Peut-être piégé sous l'eau ou tué pour ses papiers. Mon compagnon attrape avec précaution le dossier, essaie de le libérer, mais soudain le squelette tressaille, glissant des panneaux, et l'un des os se brise, soulevant un nuage de matière en suspension. Je tressaille, ressentant une crainte presque superstitieuse, comme si le mort ne voulait pas se séparer de ce qu'il tenait. Finalement, le second prend le dossier. Certaines feuilles sont émiettées, mais il reste encore quelques pages à l'intérieur avec des mots forts comme « Project Thunder » ou « Projet Flash ». Je vois un vieux tampon avec des symboles flous. Oui, il s'agit bien de documents relatifs au développement soviétique ou à quelque chose en rapport avec ces structures. Dans la marge, il est écrit au crayon « Sur un destroyer échantillon. Ne pas utiliser
et une pause. Spécimen. De quel type de spécimen s'agit-il? Certaines armes ont-elles été transportées sur le navire? J'ai des sueurs froides. Je réalise que les objets qui reposent ici pourraient non être si mortels qu'ils constituent une véritable bombe à retardement, une bombe terrifiante, prête à se réveiller en cas d'imprudence. Nous nous dirigeons vers la sortie de la pièce, mais nous remarquons que l'obscurité à l'extérieur de la porte est encore plus épaisse. Je crois apercevoir une faible lumière dans le couloir, ou peut-être est-ce le jeu d'ombre de ma propre torche. Mon cœur se serre soudain. J'ai l'impression que nous ne sommes pas seuls. Je regarde mon compagnon. Il est manifestement tendu lui aussi, comme s'il percevait quelque chose du coin de l'œil. Dans le silence de l'espace sous-marin, tout morceau d'obscurité ressemble à un monstre. Nous avançons lentement, en faisant attention de ne pas heurter les morceaux de métal qui pendent. Après avoir traversé le couloir, nous revenons à l'endroit où se trouvait la porte à la chaîne brisée. C'est alors que l'horreur me frappe. La porte est fermée. La serrure est à nouveau en place, comme si elle n'avait jamais été forcée. Mais nous venons de l'ouvrir et de casser la serrure. Je me retourne vers mon compagnon et il voit la même chose. Nous sommes donc tous les deux choqués. Comment la porte a-t-elle pu se refermer sans nous? Il n'y a pas de vent sous l'eau, pas de courant comme cela pour faire descendre et réparer une serrure cassée. Cela défie toute logique. J'essaie de tirer la poignée, en vain. Devant nous, une masse de métal froid, verrouillée de l'intérieur ou de l'extérieur, ce n'est pas clair. Sommes-nous piégés? Nous commençons à éclairer frénétiquement les murs avec des torches, à la recherche d'un moyen de contournement. Nous apercevons une alcôve latérale que nous n'avons jamais vue auparavant. Peut-être l'avons-nous ignorée lorsque nous la cherchions. Il y a une étroite ouverture dans l'espace derrière la cloison. Nous devons prendre le risque d'y entrer. Lorsque nous arrivons dans le trou, je me rends compte qu'il est partiellement bloqué par des tuyaux tombés au sol. Nous devons littéralement ramper, en essayant de ne pas déchirer ma combinaison et de ne pas nous empêtrer dans les algues. Nous avançons, mais la pression de l'eau est plus forte et mes oreilles bourdonnent. L'oxygène dans les réservoirs n'est pas infini. Enfin, nous débouchons dans un petit compartiment vide, qui semble être les quartiers d'habitation de l'équipage. Des couchettes serrées, des matelas pourris, des filets qui s'affaissent. Rien de particulièrement intéressant, si ce n'est une aura de malheur palpable. Il n'y a pas de restes humains, mais il y a des gilets de sauvetage dégonflés dans un coin, et une étrange caisse métallique entr'ouverte à côté. Je jette un coup d'œil. À l'intérieur se trouve une sorte d'outil ou de machine, dont l'utilité n'est pas claire. Sur la paroi de la valise, il y a un symbole qui ressemble à un avertissement sur les dangers des radiations. Ma gorge se serre, je ne veux pas tester mon destin en le touchant. Mon compagnon filme en passant. Ensuite, nous devons chercher un moyen de sortir. Nous sentons qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que notre réserve d'air ne s'épuise. En nous enfonçant dans la cabine, nous trouvons une trappe dans le plafond qui semble mener à un couloir supérieur. Elle est recouverte, mais pas verrouillée. Nous essayons de la soulever. Il y a quelque chose de l'autre côté, comme un sac ou une poutre tombée. Nous poussons plus fort, et finalement, l'ouverture cède légèrement. La suspension se précipite, et je plonge en premier, éclairant ma torche. Il s'agit en fait d'un passage vers une partie du navire qui dispose d'une sortie, mais elle est bloquée par des débris. Je dois écarter une des plaques de métal. Elle cliquette en se libérant de ma prise et tombe avec force sur le sol, provoquant un nuage de brume rouillée. Je m'agrippe au mur pour garder mes repères. Mon compagnon m'aide. Le temps passe désastreusement vite. Nous sentons déjà notre réserve d'air s'amenuiser. Un peu plus tard, alors que l'eau se dissipe, j'aperçois de la lumière provenant d'une brèche dans le flanc du bateau. Cette brèche mène à l'extérieur. Dieu merci,
Nous avons une issue. Je montre du doigt à mon compagnon. Par là. Nous avançons lentement vers les ouvertures et, à ce moment-là, je remarque à nouveau quelque chose qui me donne la chair de poule. Dans la lumière à moitié refroidie de ma torche, une longue ombre a filé derrière nous, se glissant derrière le rebord. C'était comme si quelqu'un nous avait observés de près et que, lorsque nous nous sommes précipités dehors, il s'était caché. J'ai eu des sueurs froides. Je ne crois pas aux fantômes sous-marins, mais je ne peux pas expliquer logiquement ces mouvements. Il s'agit peut-être d'une grande anguille ou d'un chat de mer, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Mon compagnon a réagi lui aussi, en tournant brusquement l'appareil photo, mais il n'a capturé personne, seulement l'obscurité. Une voix intérieure crie « Sortez d'ici !» Nous sortons à la nage, traversons une partie déchirée de la coque et quittons enfin le navire. Quand je regarde en arrière, je vois les flancs criblés de balles, toute cette horreur. Une seule pensée me vient à l'esprit. Nous avons trouvé ce que nous cherchions, et c'est bien plus dangereux que nous ne le pensions. Nous partons vers notre navire avec l'impression que l'abîme lui-même veut de nous retenir. Puis, assis sur le pont, nous retirons nos masques et respirons convulsivement, croyant à peine que nous nous en sommes sortis. Mon compagnon sort les documents récupérés et commence à les feuilleter. Sur certains d'entre eux, on peut lire « Type d'arme »,« Instant Total Flash »,« Ne pas laisser tomber entre de mauvaises mains ». Les spéculations vont bon train. D'après les descriptions, si cette installation ou cette formule existe toujours, le potentiel de destruction est colossal, peut-être plus mortel que les bombes nucléaires. Soudain, je remarque que l'une des feuilles contient des coordonnées géographiques différentes de celles du vaisseau. Il y est écrit « Site d'assemblage final, gardé secret ». C'est peut-être là que les armes érodontes étaient livrées avant le naufrage. Ou peut-être que ces coordonnées indiquent une deuxième installation. Il y a trop de questions. Et le plus effrayant, c'est que le coffre du compartiment secret a été ouvert récemment. Quelqu'un est donc arrivé avant nous. Dans quel but? Nous sommes sur le pont, et quelque part dans mon âme, je me dis que cette arme a peut-être déjà été distribuée à ceux qui sont capables de la recréer. L'idée d'une telle issue me fait froid dans le dos. Le soir, nous essayons de nous reposer sur notre bateau, mais le sommeil ne vient pas. L'eau sombre gicle à la mer, et mon imagination peint encore et encore l'image d'une ombre glissant dans les couloirs du destroyer englouti. Mon compagnon se souvient avec effroi de la porte fermée, qui semblait elle-même verrouillée de l'extérieur. Il n'y a pas d'explication logique. Peut-être que le navire vit sa propre vie ou qu'un maître garde des secrets pour les étrangers. Je ne suis pas superstitieux, mais je ne peux pas ignorer l'évidence. Le matin, nous discutons de la suite des événements. Y retourner, c'est de la folie. Et pourtant, mon compagnon persiste. Il faut trouver l'échantillon. S'il était là, on ne peut pas le laisser dans les profondeurs. On pourrait l'extraire et l'utiliser. Mais comment faire? Ce n'est pas un cas où 2 hommes courageux suffisent. Je commence à le presser de retourner sur le rivage, de dire aux scientifiques, aux militaires, à qui que ce soit, de désarmer cette chose. Mais il continue à dire, comme s'il était fiévreux, que les autorités vont étouffer l'affaire et que par conséquent, le mal tombera entre les mains de personnes puissantes. En l'écoutant, je remarque qu'il n'est plus tout à fait lui-même. Ses yeux brûlent d'une lueur fiévreuse. Ce navire nous hypnotise, comme attiré par son mystère. Nous décidons de faire la descente finale. Nous vérifions notre matériel, prenons des sacs étanches pour transporter ce que nous trouverons si nécessaire. Cette fois, j'ai l'impression de prendre un risque mortel. Alors que nous plongeons, je remarque que l'eau était devenue plus trouble et que le courant s'est accentué. C'est comme si la mer elle-même essayait de nous éloigner du monstre englouti.
Mon compagnon, lui, s'obstine à avancer. Je le suis, conscient que laisser mon camarade ici, c'est le condamner à une mort certaine. Nous nous retrouvons à nouveau dans un couloir familier. Mais dès que nous avons parcouru quelques de mètres à la nage, nous nous rendons compte que les itinéraires ont changé. Là où nous ne voyions qu'un virage, il y a maintenant un trou béant. C'est comme si tout était réorganisé à l'intérieur du navire. Je me dis que c'est peut-être à cause des éboulements, mais ça a l'air surnaturel. Nous essayons de nous orienter et de trouver notre chemin vers le compartiment secret, mais nous ne voyons que des tunnels chaotiques dont certains sont recouverts de gravats frais. Nous avançons quand même, en nous enfonçant peu à peu. Le niveau de turbidité augmente. Les lanternes ne distinguent que quelques mètres devant nous. Le reste est dans l'obscurité totale. J'aperçois des surfaces métalliques, des silhouettes effrayantes de débris. C'est comme si nous errions dans le ventre d'un monstre mort. Enfin, nous arrivons à une porte qui ressemble à l'entrée du même compartiment, mais qui n'a plus l'air bloqué. J'essaie de la pousser doucement. Étonnamment, elle s'ouvre facilement. Derrière la porte, cependant, nous sommes immédiatement accueillis par un spectacle étrange. Je peux voir une faible lueur murmurer à l'intérieur. Je ne comprends pas d'où vient cette lumière. L'eau est plus chaude ici, et il y a même un léger courant, une étrange vibration au bout de mes doigts. Mon compagnon entre en premier, écartant les bras sur les côtés pour garder l'équilibre. Je l'entends chuchoter dans ses écouteurs. Vous entendez ce bruit? Je commence à écouter et je perçois effectivement quelque chose qui ressemble à des coups retentissants venant des profondeurs du navire, comme un cœur battant dans un corps d'acier mort. Chaque battement est comme un coup de tonnerre lointain, avec les parois qui vibrent. On pourrait croire que ce sont les gaz qui se déplacent dans la structure engloutie, mais c'est trop rythmé. Au fur et à mesure que nous avançons, je me rends compte que le grondement provient d'un petit compartiment caché derrière une cloison. Nous nous faufilons par l'étroite ouverture et voyons qu'un énorme conteneur métallique est renforcé au centre de la pièce. Ses parois sont couvertes de symboles inconnus. Je remarque parmi eux quelque chose qui ressemble à des avertissements de très hautes énergies, des signes de danger. L'eau autour du conteneur produit des étincelles comme si une charge électrique s'y libérait. Mon compagnon et moi nous approchons, tout en surveillant de près ces étincelles. Cela devient un peu effrayant. Et si ce récipient était l'échantillon? Et s'il était radioactif ou porteur d'une énergie mortelle? Mais l'idée que quelqu'un puisse en profiter et provoquer une catastrophe nous pousse à avancer. Nous voulons au moins voir ce qu'il y a à l'intérieur et essayer de prendre des photos. Cela nous donnera peut-être un indice sur la manière d'enterrer définitivement cette arme. Le conteneur est sécurisé, mais il y a un panneau qui ressemble à une porte ou à une trappe. Il montre les boulons de montage d'usine. Mon compagnon prend un outil et essaie de les dévisser. Je tiens la lanterne, frissonnant de tout mon corps. L'endroit est saturé d'une sensation de froid. Chaque fois qu'il retire un boulon, un étrange grincement se fait entendre, comme si le métal hurlait de douleur. Lorsqu'il ne reste plus qu'un boulon, le grondement s'amplifie et toute la pièce semble trembler. Le second continue de se tordre, sans faire attention. Mais soudain, derrière lui, une vague silhouette émerge, à l'apparence humaine, mais ses mouvements sont plus fluides, comme s'ils étaient adaptés à l'eau. Un éclair d'horreur me transperce. Est-ce le fantôme d'un membre de l'équipage ou est-ce autre chose? J'essaie de crier à mon compagnon, mais il est trop absorbé. La silhouette tire son bras vers elle et je commence à agiter ma torche avec panique. Le faisceau révèle un visage épouvantable, de la chair décomposée entourant un crâne, des yeux vides et morts. La créature titube comme si elle vomissait. Je sens que ce n'est pas une personne vivante, mais elle cherche à s'accoupler.
et, au dernier moment, je la pousse sur le côté, l'empêchant de me toucher. Nous nous heurtons tous les deux au conteneur, et le dernier boulon se détache. La porte s'entr'ouvre, laissant échapper un étrange miroitement mêlé à des bulles de gaz. L'eau autour de nous commence à bouillir et à vibrer. Il semble que nous ayons brisé le seau. La créature pousse un cri strident, reculant sous l'effet de l'eau bouillante. J'essaie de me ressaisir et d'éloigner mon compagnon. Le récipient s'ouvre plus grand, de lui-même, et un flash lumineux en jaillit. Tout ce que je parviens à voir, c'est le cylindre de métal à l'intérieur, gravé de symboles, et une substance sombre qui tourbillonne autour de lui comme une ombre vivante. Je ne sais pas ce que c'est, peut-être du plasma ou quelque chose d'autre. Je ressens une douleur qui me brûle les yeux. Puis, l'obscurité s'installe. L'équipement s'éteint, la lanterne s'éteint. Tout se mélange dans un tourbillon d'eau froide. Lorsque je recommence à voir quelque chose, je me rends compte que je suis allongé à côté d'un conteneur sur le sol du compartiment, avec de la poussière scintillante flottant autour de moi. Buddy se tient la tête, comme s'il essayait de se protéger d'une puissante vague d'énergie. La créature qui était ici a disparu, mais je crois entendre son gémissement lointain, perdu dans les profondeurs des couloirs. L'idée tourbillonne dans ma tête que nous avons libéré dans le monde quelque chose que nous n'aurions pas dû. Mon compagnon, qui respire convulsivement, fait le signe « Allons-y ». Je m'efforce de me lever et je constate que ma réserve d'air approche un niveau critique. Il faut que je sorte immédiatement. Mais il n'y a pas de retour direct. Nous entendons quelque chose s'effondrer derrière la cloison et le couloir est bloqué. C'est comme si le vaisseau s'effondrait enfin. La seule option est de s'enfoncer plus profondément, en espérant trouver une autre sortie ou une cale avec un trou. Nous sortons du compartiment en regardant le conteneur en guise d'adieu. Il continue à vibrer, dégageant une lumière mystérieuse. Je ressens un flash dans la poitrine, comme si une énergie sauvage déferlait dans la combinaison. C'est inquiétant d'imaginer ce qui se passerait si elle était vraiment capable de détruire tous les êtres vivants en une seconde. Ou peut-être est-elle déjà endommagée et prête à exploser? Nous nous engouffrons dans les couloirs, évitant miraculeusement une collision avec une poutre tombée au sol. Après de longues minutes d'errance dans l'obscurité, nous arrivons dans une pièce qui a peut-être servi d'entrepôt d'armes. Il y a un énorme trou béant dans le flanc du vaisseau, par lequel de rares rayons de lumière provenant de la surface peuvent pénétrer. Sans hésiter, nous nous précipitons à l'extérieur. Je constate que la pression de mon réservoir est critique. Mon compagnon me fait remarquer qu'il manque d'air. Sans nous arrêter, nous ramons vers le haut en direction des éclats de soleil. Pendant un instant, ma conscience s'évanouit, mais, ressentant une sensation de brûlure dans les poumons, je remonte à la surface et aperçois le ciel gris au-dessus de ma tête. Avec difficulté, nous montons sur notre bateau. Je me laisse tomber sur le pont, respirant l'air. Mon cœur bat la chamade. Mon compagnon, tout pâle, est assis à côté de moi. Ses yeux sont dilatés. Ses lèvres marmonnent d'un quelque chose sur le fait que nous sommes condamnés, que nous avons libéré la malédiction. J'essaie de le rassurer, mais je tremble moi-même. L'espace d'un instant, une pensée me traverse l'esprit. Cette énergie nous a-t-elle affectés de telle sorte que nous sommes déjà infectés par ses effets? C'est comme un poison dans nos âmes, mais il est encore plus effrayant de penser que cet appareil est toujours à l'intérieur du vaisseau, et que si quelqu'un ou quelque chose parvient à l'activer, les conséquences seront imprévisibles. Nous sommes assis comme ça, à moitié endormis, quand soudain, nous entendons un désagréable raclement de métal quelque part dans les profondeurs sous nos pieds. Il semble d'y avoir un bruit assourdissant dans l'épaisseur de l'océan. Buddy se précipite vers le localisateur et met en marche les systèmes de sonar. Sur l'écran, nous voyons une forte poussée de mouvements sous-marins se former sur le site de l'accident. Il s'agit d'une sorte de turbulence,
et les relevés sont anormalement décalés. Soudain, les instruments se mettent à biper, les flèches courent comme des fous. Puis, tout s'éteint d'un seul coup. Un tourbillon apparaît à la surface de l'océan, mais il disparaît au bout de quelques secondes. Il ne reste qu'une surface d'eau lisse qui n'offre aucune réponse. Nous sommes horrifiés, incapables de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être s'agit-il d'une réaction de ce même appareil, ou peut-être le navire est-il tombé plus profondément dans la crevasse sous-marine. Je pense à tout sauf à une explosion aux proportions apocalyptiques. Avec les forces qui nous restent, nous décidons de partir immédiatement. Le bateau jette l'ancre et s'éloigne de l'endroit malheureux. J'attrape les documents qui ont survécu, en essayant de ne pas les faire tomber par-dessus bord. Il y a tellement d'informations contradictoires à l'intérieur que mon esprit est en ébullition. Il est question de point d'explosion singulier, de impulsion d'énergie de défaite totale et de mécanisme de contrôle de l'auteur. Je ne pense pas que nous, simples plongeurs, puissions tout comprendre. Mais une chose est claire pour moi. Une chose terrible est restée dans les profondeurs de la mer, et nous avons failli libérer son pouvoir, et quelqu'un a peut-être déjà sorti les plans et les échantillons manquants. Nous quittons le site du crash. Le ciel au-dessus de nous se renfrogne, la pluie commence à tomber et la mer devient de plus en plus hostile. Je me retourne plusieurs fois vers les vagues, essayant d'apercevoir des éclairs ou des mouvements, mais je ne vois que des crêtes sinistres, comme des sentinelles silencieuses. Le second est toujours silencieux. C'est comme s'il avait entendu quelque chose sous l'eau, qui ne s'explique pas logiquement. Je ne le presse pas de questions. Je ne veux pas comprendre grand-chose moi-même. Le soir, nous trouvons un abri dans une petite ville portuaire. Je descends à terre, cache le reste des papiers dans un sac étanche. Puis, nous prenons une chambre dans un hôtel bon marché. Pendant que mon compagnon gît épuisé sur le lit, j'étudie les pages qui ont survécu à l'eau. La plupart d'entre elles sont à peine lisibles, l'encre étant maculée, mais j'arrive à déchiffrer des bouts de phrases. Entre les pages, je vois des mentions de opérations d'espionnage, de technologie échangée, de océan Pacifique. L'image qui en ressort est étrange. Un projet secret de l'Union soviétique impliquant une défaite mondiale instantanée, dont les plans devaient être transmis par des intermédiaires. Le destroyer que nous avons visité a reçu une partie de la cargaison ou des documents, puis a disparu. Peut-être qu'à la dernière seconde, ceux qui ont pris conscience du danger ont essayé de couler le navire pour que les armes disparaissent au fond de l'eau. Mais quelqu'un a apparemment survécu, ou était venu plus tard et a essayé de récupérer le développement. Je ne sais pas si l'élément actif a survécu ou s'il est tombé en désuétude depuis longtemps. Mais notre intrusion a clairement perturbé les profondeurs. Il me semble que les abysses sous-marines abritent désormais une puissance qui ne doit jamais être réveillée. Mais y a-t-il une garantie que la prochaine expédition, qu'il s'agisse d'aventuriers, de militaires ou d'autres, ne se faufilera pas au même endroit? Nous avons endommagé le conteneur, ce qui signifie que les barrières qui le maintiennent en place se sont affaiblies. Je n'arrête pas de penser à cette créature effrayante que j'ai vue. S'agit-il d'une créature marine, d'un homme séparé de l'équipage ou d'une chose créée par l'interaction de cette arme avec de la chair vivante? Quelques jours plus tard, nous essayons de parler du destroyer aux autorités locales, mais ils nous regardent comme si nous étions fous. Ils disent donc que depuis des décennies, personne n'a signalé de telles découvertes, et encore moins d'étranges conteneurs. Les responsables du port se contentent comme de lever les bras au ciel. Pour essayer de le prouver, je leur montre un fragment du diagramme. Ils secouent la tête. C'est probablement un faux. Aucune trace d'un navire appelé le Sand n'a été retrouvée. Finalement, nous nous rendons compte qu'ils ne nous écoutent pas, ou qu'ils ne veulent pas nous écouter. Pendant ce temps, mon ami commence à perdre la tête. Il marmonne que ça le rappelle,
qu'il y a quelque chose d'inachevé sous l'eau. Je crains que le bateau, ou ce qu'il contient, ne contrôle l'esprit d'une manière ou d'une autre. Je l'entends répéter des bribes de mots dans son sommeil, comme s'il les apprenait sur une feuille de travail. C'est effrayant. Une nuit, je me réveille et je me rends compte que mon ami n'est pas dans la chambre. Son costume et tout son équipement ont disparu. Je me précipite dehors et remarque un endroit vide sur le quai, là où se trouvait notre bateau. Il est reparti. J'ai un frisson. Je me précipite sur le quai du port, interrogeant les pêcheurs. Certains l'ont vu larguer les amarres sous le couvert de la nuit, l'air fou. Ses yeux brûlaient et il murmurait frénétiquement quelque chose à propos de « sauver le monde ». Je ne peux pas le rattraper sans un autre bateau. Et ce n'est pas facile de louer un bateau. Tout est fermé à cette heure, Teliggodvi, et personne ne veut aller dans cette partie de l'océan aux coordonnées que j'ai nommées. Je passe une matinée frustrante à essayer en vain de trouver des volontaires. Puis j'essaie de convaincre un pêcheur local de m'emmener. Nous partons en mer, mais une tempête se prépare. Les vagues sont énormes et semblent tuer le moteur. Nous luttons contre les bourrasques pour atteindre le bon endroit. Là, la tempête est particulièrement violente, comme si l'océan était devenu fou. Aucun signe du bateau de mon ami. Je regarde à travers la pluie battante, je crie, j'appelle, mais seul le vent hurle en réponse. Heure après heure, nous fouillons l'espace, essayons de scruter le fond, mais la tempête nous en empêche. L'équipement sous-marin fonctionne mal. Finalement, le pêcheur nous dit que nous ne pouvons pas aller plus loin, sinon nous allons couler. La douleur au cœur, j'accepte et donne l'ordre de rentrer. Nous n'avons jamais revu mon compagnon, ni lui, ni le bateau. C'était comme s'il s'était évanoui dans les vagues. La police a haussé les épaules, pensant qu'il s'était simplement noyé. Mais je ne peux m'empêcher de penser que dans les profondeurs de ce foutu bateau, il a vu quelque chose qui l'a rappelé à lui-même. Et si ce n'était pas la folie qui l'avait tué, mais le pouvoir de cette arme secrète laissée par les Soviétiques, un pouvoir qui peut changer l'espace et les esprits. Quoi qu'il en soit, il ne me reste que quelques feuillets sur les bras, trop fragmentaires pour prouver quoi que ce soit. Mais même cela me donne des cauchemars. Des diagrammes d'une explosion qui pourrait anéantir tout ce qui m'entoure en un instant. Des formules étranges qui laissent présager quelque chose d'encore pire qu'une attaque nucléaire. Le temps passe et je n'ai jamais réussi à connaître la vérité. Les gens à qui j'ai essayé de parler de cette découverte se moquent, ou ils font semblant de ne pas entendre. Peut-être que certains d'entre eux savent de quelle arme il s'agit et qu'ils taisent donc délibérément l'information, ne voulant pas créer de panique. Parfois, je pense que j'ai tout inventé, ou que je l'ai imaginé dans les profondeurs. Mais dès que je regarde les pages jaunies, je me souviens des flashs sinistres dans les couloirs enfoncés, de la vision de ce squelette tenant le dossier et de cette créature se glissant derrière nous. C'est alors que je réalise que ce n'est pas une illusion. Nous étions bel et bien tombés sur une menace gisant dans l'abîme silencieux, et nous n'avions survécu que par miracle. Je ne sais toujours pas si mon compagnon est mort ou s'il a été mêlé à ce mystère cauchemardesque. Parfois, j'entends sa voix dans la nuit, appelant depuis le rivage « L'arme est toujours là. Nous devons la détruire. » Mais je ne peux pas revenir en arrière. Je n'ose pas imaginer ce que l'on pourrait trouver d'autre dans les profondeurs du destroyer qui n'a pas voulu révéler ses secrets. Depuis, j'essaie d'éviter ce genre de plongée et je ne me fie pas aux histoires de « trésors au fond ». Après tout, sous l'épave rouillée peuvent même se cacher des choses bien plus dangereuses que de l'or ou de vieilles munitions. L'avenir nous dira si quelqu'un remettra les pieds sur ce navire et tentera de s'emparer des restes des plans secrets. Ou peut-être sont-ils déjà entre les mains de l'inconnu, qui attend le bon moment pour jouer la scène de la fin. Si toutes les références à un flash instantané sont vraies, un jour, le monde pourrait trembler. Mais je n'ai aucune preuve.
seulement des bouts de papier avec des mots à moitié effacés et la peur au ventre. Lorsque je ferme les yeux, l'homme mort dans le couloir et l'étrange récipient scintillant d'une énergie destructrice me reviennent à l'esprit. Et au fond de mon esprit, il y a un faible bourdonnement, comme l'écho de ce cœur sous-marin. Il fait écho à mes pensées. Ne réveillez pas le mal qui est de caché dans le ventre de la mer. Il attend son heure.